Ayez une merveilleuse journée. Appréciez l'histoire tout le monde. Manhattan, New York. La Tour Pinnacle. Sarah Lopez n'a jamais imaginé qu'une simple plainte de bruit à 2 et 2 heures résulterait en le moment le plus humiliant et paradoxalement libérateur de sa vie. « Assez !» cria-t-elle, frappant son poing contre la porte renforcée du penthouse. Vous pensez que vous pouvez organiser des fêtes chaque nuit juste parce que vous avez de l'argent? La musique électronique pulsait à travers l'acajou, noyant ses protestations. Sarah travaillait en double quart, graphiste le jour, illustratrice freelance la nuit, et elle avait désespérément besoin de ses précieuses quelques heures de sommeil. Quand la porte s'ouvrit finalement, révélant un grand homme aux cheveux foncés ébouriffés et aux yeux couleur ambre qui semblait d'évaluer sa valeur nette en temps réel, Sarah perdit complètement son sang-froid. « Oh, c'est vous, dit-il, s'appuyant contre le cadre de la porte avec une arrogance qui fit bouillir le sang de Sarah. La voisine coincée du 15. Coincée? Sarah rit. Mais il n'y avait aucun humour dans ce ton. Coincée? Écoutez ici, prince du penthouse. En fait, c'est plutôt le roi du penthouse, l'interrompit-il, affichant ce sourire qui faisait probablement fondre d'autres femmes, mais ne fit qu'irriter davantage Sarah. Peu importe, roi, prince ou empereur galactique, je m'en fiche. Sa voix résonna dans le couloir, réveillant probablement la moitié de l'étage. Vous êtes un enfant gâté, arrogant, égoïste, qui pense que le monde tourne autour de vous. Une petite foule commença à se rassembler. Des voisins en pyjama, le personnel de l'immeuble, même le gérant de l'immeuble apparurent. Vous savez quel est votre problème? Continua Sarah, lui pointant du doigt la poitrine. Vous n'avez jamais entendu le mot non de toute votre vie. Je parie que vos parents vous ont tout remis sur un plateau d'argent, que vous n'avez jamais travaillé un seul jour, que vous êtes un de ces bébés de fonds fiduciaires qui achètent des gens comme vous achetez du café. Son sourire faiblit juste une seconde, si vite que Sarah faillit le manquer. Et vous savez quoi d'autre? L'argent n'achète pas les manières. Il n'achète pas la considération et il ne vous achète certainement pas le droit de rendre la vie de tout le monde misérable. Bon sang, murmura Madame Garcia du 12, elle y est allée. Alors, conclut Sarah essoufflée, gardez votre musique à un volume humain après 22 heures où je rendrai votre vie extrêmement difficile et croyez-moi, je suis très créative quand je suis en colère. Silence de mort, même la musique avait cessé. L'homme l'étudia un long moment, ses yeux ambrés examinant son visage comme s'il mémorisait chaque détail. Intéressant, murmura-t-il finalement. Très intéressant. Et puis, à la surprise générale, il sourit. Non pas ce sourire charmant et pratiqué, mais quelque chose de sincère et presque ravi. « Quel est votre nom, pétard? » Sarah cligna des yeux, déstabilisée par le changement soudain. « Quoi? Votre nom? Je pense que je devrais connaître le nom de la femme qui vient de m'éviscérer verbalement devant la moitié de l'immeuble. »« Sarah, dit-elle automatiquement, puis le regretta immédiatement. « Mais cela ne veut pas dire, eh bien Sarah, dit-il en lui tendant la main, comme s'ils étaient à une soirée cocktail chic, au lieu d'être debout dans un couloir à 2 heures du matin, avec elle en pyjama taché de café. Je me fiche de qui vous êtes. » Sarah le coupa, ignorant sa main tendue. Juste baisser le son. Elle tourna sur son talon et marcha vers l'ascenseur, laissant derrière elle une foule stupéfaite et un héritier milliardaire très intrigué qui venait de vivre quelque chose qu'il n'avait jamais rencontré auparavant. Quelqu'un qui ne se souciait vraiment pas de son argent ou de son statut. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, Sarah aperçut son reflet, toujours debout dans son entrée, la regardant avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait lire. Elle n'avait aucune idée que l'homme qu'elle venait d'humilier publiquement était Ethan Stonewell, héritier de l'Empire Stonewell Enterprises. L'une des familles les plus puissantes d'Amérique, et elle n'avait absolument aucune idée que sa petite explosion venait de faire d'elle la personne la plus intéressante qu'Ethan ait rencontrée de toute sa vie privilégiée. Le jeu, comme on dit, était sur le point de commencer.
Manhattan, New York, siège de Stonewall Enterprises. Ethan Stonewall n'avait jamais été appelé un enfant gâté en face. Pendant ses 28 ans d'existence, les gens avaient chuchoté derrière son dos. Bébé fonds fiduciaire, prince à la cuillère d'argent, héritier d'entreprise. Mais personne n'avait jamais eu l'audace de le lui dire directement jusqu'à hier soir. Il était assis dans son bureau d'angle, au 52e étage de la tour Stonewall, sensément en train de réviser des rapports trimestriels. Mais son esprit ne cessait de dériver vers une paire d'yeux foncés furieux et un pyjama taché de café. Monsieur, son assistant James frappa à la porte vitrée. « Votre tante est ici, annulez-le », dit Ethan sans lever les yeux de son écran d'ordinateur. « En fait, annulez tout jusqu'à midi. » James leva un sourcil mais hocha la tête. « Bien sûr, monsieur. Y a-t-il autre chose dont vous avez besoin? »« Des informations, » dit Ethan, tournant enfin sa chaise. « J'ai besoin que vous trouviez tout ce que vous pouvez sur quelqu'un. »« Espionnage industriel, monsieur? » demanda James, sortant sa tablette avec une efficacité exercée. « Reconnaissance personnelle? » Ethan se pencha en arrière dans sa chaise en cuir. « Sarah Lopez va dans l'appartement 15B à la Tour Pinnacle. Je veux savoir où elle travaille, ce qu'elle fait, son parcours, tout. » James fit une pause à mi-frappe. « Monsieur, si je puis me permettre de demander, vous ne pouvez pas. » Le ton d'Ethan était définitif, mais il y avait une lueur amusée dans ses yeux. « Trouvez-moi juste les informations. » En 2 heures, James avait compilé un dossier complet qui aurait rendu le FBI fier. Ethan le révisa avec un intérêt croissant et quelque chose qui ressemblait suspectement à du respect. Sarah Elena Lopez, 26 ans, née à Houston, Texas, de parents immigrants qui possédaient un petit restaurant, bourse complète à la Parsons School of Design, diplômée summa cum laude. Pas de fonds fiduciaires, pas d'argent familial. Tout ce qu'elle avait, elle l'avait gagné elle-même. Elle travaillait chez Carter & Associates, un cabinet de design de niveau moyen à Soho. Mais sa vraie passion était son travail d'illustration en freelance. Son portfolio, auquel James avait réussi à accéder, était extraordinaire, vibrant, émotionnel, authentique d'une manière que la plupart des arts dans le monde d'Ethan ne l'étaient pas. Elle vivait chèque de paie à chèque de paie, avait des prêts étudiants et travaillait 60 heures par semaine pour se permettre son minuscule appartement d'une chambre dans son immeuble. Le même immeuble où son penthouse coûtait plus par mois qu'elle ne gagnait dans 1 an. « Fascinant », murmura-t-il à lui-même, étudiant une illustration particulière. Une scène de rue dans ce qui ressemblait à son ancien quartier à Houston, pleine de vie et de chaleur et de lutte. Son téléphone vibra. Un message de sa mère. « N'oublie pas le gala de ce soir. La fille Harrington sera là. » Ah oui, la scène sociale soigneusement orchestrée. Une autre heiress parfaitement polie. Une autre alliance stratégique déguisée en romance. Une autre femme qui serait d'accord avec tout ce qu'il disait et rirait de toutes ses blagues, qu'elles soient drôles ou non. Contrairement à un certain Peter qu'il avait traité de gosse gâté, Ethan prit une décision qui aurait choqué son conseil d'administration et probablement donné à sa mère une légère crise cardiaque. « James », appela-t-il, « libérez mon emploi du temps pour ce soir. » « Mais monsieur, le gala de l'hôpital pour enfants a envoyé un don, un grand. » Ethan rassemblait déjà ses affaires. « J'ai des affaires plus importantes à régler. » Pendant ce temps, chez Carter & Associates, Sarah passait la pire journée de sa vie professionnelle, ce qui voulait dire quelque chose. Considérant qu'elle avait une fois dû redessiner une campagne entière parce que le client avait décidé qu'il détestait la couleur bleue. Lopez, son patron, Michael Carter, mugit à travers la salle de conférence du bureau ouvert. Elle saisit son café, sa 4e tasse de la journée, et se hâta vers la salle de conférence au mur de verre, où Michael l'attendait les bras croisés et un froncement de sourcils qui pouvait faire cailler le lait. « Voulez-vous expliquer ceci? » Il fit glisser une tablette sur la table. Sur l'écran se trouvait son dernier projet, une campagne pour une organisation à but non lucratif local. C'était du bon travail,
Certaines de ses meilleures, en fait, mais l'expression de Michael suggérait qu'elle avait personnellement insulté sa mère. Quel semble être le problème? Demanda Sarah, véritablement confuse. Le problème, dit Michael, sa voix dégoulinante de condescendance, c'est que vous êtes sorti complètement du script. Le client voulait sûr, corporatif, ennuyeux. Au lieu de cela, vous leur avez donné cette manipulation émotionnelle. Sarah frissonna. Cela s'appelle la narration authentique, Michael. L'organisation à but non lucratif aide les anciens combattants sans abri. J'ai pensé que montrer leur humanité plutôt que de les traiter comme des statistiques pourrait être plus efficace. Vous avez pensé faux. Michael se pencha en arrière dans sa chaise. Le client reconsidère son contrat. Ils veulent en quelque chose de plus traditionnel. Traditionnel signifiant sans âme. Traditionnel signifiant professionnel. Le ton de Michael était définitif. Refaites. Rendez-le favorable à l'entreprise et Sarah, la prochaine fois, tenez-vous au brief. Alors que Sarah retournait à son bureau, son téléphone vibra avec un message de sa meilleure amie et colocataire, Emily. Mauvaise journée. Tu as l'air de vouloir assassiner quelqu'un. Sarah leva les yeux pour voir Emily lui sourire de l'autre côté du bureau. Emily travaillait à la comptabilité, mais avait une capacité étrange à lire les humeurs de Sarah à 5 pieds de loin. Pire, répondit Sarah par texto. Je pourrais en fait perdre mon âme créative. Café plus tard. J'ai des commérages qui pourraient te remonter le moral. Définis commérage. Tu te souviens de ton prince du penthouse d'hier soir? J'ai fait quelques recherches. Le cœur de Sarah fit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Elle se dit que c'était de l'appréhension, pas de la curiosité. Je m'en fiche, elle mentit. Bien sûr que non. Retrouve-moi chez Joe's à 18 heures. Et Sarah, tu voudras peut-être t'asseoir pour celui-ci. Le reste de l'après-midi rampa comme un escargot blessé. Chaque fois que Sarah essayait de se concentrer à rendre sa campagne sincère plus favorable à l'entreprise, son esprit errait vers des yeux couleur ambre et ce sourire exaspérant. À exactement 17h47, elle était sortie et sprintait pratiquement vers le café de Joe. Le petit café à 2 pâtés de maison où elle et Emily se rencontraient pour des sessions de commérage d'urgence depuis qu'elles avaient déménagé à New York il y a 3 ans. Emily était déjà là, rebondissant pratiquement sur son siège avec une excitation à peine contenue. « D'accord, » dit Sarah, glissant dans la banquette en face d'elle. « Dis-moi tout. » Emily se pencha en avant de manière conspiratrice. « Votre prince du penthouse. Son nom est Ethan Stonewell. » Sarah haussa les épaules. « Alors, gars riche avec un nom de gars riche, choquant. » Sarah, les yeux d'Emily s'écarquillèrent. « Stonewell? Comme dans Stonewell Enterprises? Comme dans l'une des plus grandes entreprises d'Amérique. Comme dans sa famille, vaut environ 12 milliards. » La tasse de café glissa des doigts de Sarah, cliquetant contre la soucoupe. 12 milliards avec un B. Emily sortit son téléphone, montrant à Sarah un article de Forbes. « Il n'est pas juste riche, chérie. C'est la royauté américaine. Et vous l'avez traité de gosse gâté devant la moitié de votre immeuble. » Sarah fixa la photo sur l'écran, un portrait professionnel qui a d'une manière ou d'une autre rendu ses yeux ambrés encore plus intenses. « Oh non, » chuchota-t-elle. « Oh non, oh non, oh non, oh oui, » dit Emily joyeusement. « Vous avez fondamentalement dit à l'un des hommes les plus puissants du pays que l'argent n'achète pas les manières. Je suis honnêtement impressionné que vous soyez encore en vie. » Sarah enfouit son visage dans ses mains. « Il va me faire expulser ou arrêter, ou les deux. » Ou Emily dit pensivement, « Il va être intrigué. Pensez-y. Quand était la dernière fois que quelqu'un lui a parlé comme s'il était juste une personne normale? » Emily, ce n'est pas une comédie romantique. C'est ma vie et je viens de me faire un ennemi de quelqu'un qui pourrait acheter et vendre toute mon existence sans transpirer. Mais même en le disant, Sarah ne pouvait pas secouer le souvenir de comment son sourire avait changé à ce dernier moment, d'un charme pratiqué à quelque chose qui semblait presque authentique.
Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'à ce moment-là, Ethan Stonewall était assis dans sa Maserati devant son immeuble, débattant s'il devait monter et s'excuser pour son comportement. Ce qu'elle ne savait vraiment pas, c'est qu'il avait déjà décidé que Sarah Lopez était la chose la plus rafraîchissante qui lui soit arrivée depuis des années. Et ce qu'elle ne pouvait absolument pas avoir imaginé, c'est que sa petite explosion avait commencé quelque chose qui changerait leurs deux vies pour toujours. Sarah arriva au travail le lendemain matin avec des cernes sous ses yeux et le genre d'énergie nerveuse qui venait de rester debout toute la nuit à catastrophiser. Elle avait à peine dormi, son esprit tourbillonnant, avec des scénarios du pire impliquant des avis d'expulsion et des accidents mystérieux. Elle était si distraite qu'elle fait marcher droit dans le massif arrangement floral posé sur son bureau. Quoi de neuf? Sarah s'arrêta net, fixant le bouquet élaboré de roses blanches et de pivoine qui coûtait probablement plus que son budget mensuel d'épicerie. Quelqu'un a un admirateur secret. Chanta Emily du cubicule d'à côté, mais sa voix portait une note d'inquiétude. Ceux-ci sont venus par coursier il y a environ 20 minutes. Coursier très chic. L'estomac de Sarah tomba. Elle tenda la main vers la petite carte blanche nichée parmi les fleurs avec des doigts tremblants. Mademoiselle Lopez, je crois que nous avons commencé du mauvais pied. Voudriez-vous me rejoindre pour un café cet après-midi pour discuter de nos relations de voisinage? 15 heures au Café Luna E, Stonewall, PS. Je promets de garder ma voix à un volume approprié. Oh, c'est mauvais, chuchota Sarah s'enfonçant dans sa chaise. C'est très, très mauvais. Que dit-il? Emily grimpait pratiquement par-dessus le séparateur de cubicules. Sarah lui montra la carte. Les yeux d'Emily s'écarquillèrent. D'accord, peut-être que ce n'est pas si mauvais. Je veux dire, il demande un café, il n'envoie pas d'avocat. Emily, les milliardaires ne demandent pas aux gens un café, ils les convoquent. C'est une convocation déguisée en invitation. Sarah était en spirale et elle le savait, mais ne semblait pas pouvoir s'arrêter. Il veut probablement m'humilier en public avant de détruire ma vie. La voix de Michael Carter coupa à travers sa panique. Il veut discuter affaires. Les deux femmes se tournèrent pour voir leur patron debout derrière elles, regardant les fleurs avec un intérêt mal dissimulé. « Monsieur Carter », commença Sarah, mais il leva une main. « Lopez, mon bureau. Maintenant. » Ceci devenait un schéma très indésirable. Dans la salle de conférence, Michael était assis en face d'elle avec l'expression d'un requin qui venait de sentir le sang dans l'eau. Alors, commença-t-il, agrafant ses doigts. Voulez-vous expliquer comment vous connaissez Ethan Stonewall? Nous sommes voisins. Ce n'était techniquement pas un mensonge. Voisins, les sourcils de Michael montèrent en flèche. Vous êtes voisin avec l'héritier d'une fortune de 12 milliards de dollars. Ce n'est pas comme si nous étions amis ou quoi que ce soit, dit Sarah rapidement. Nous vivons juste dans le même immeuble, n'est-ce pas? Nicole ne la crut clairement pas. Mais son expression passa de méfiante à calculatrice. Eh bien, puisque vous deux êtes si amicaux, peut-être pourriez-vous dire un bon mot pour notre cabinet. Stonewall Enterprises cherchait une nouvelle agence créative. Le cœur de Sarah coula. Bien sûr, tout revenait toujours à l'argent et aux connexions. Je ne pense pas. Pensez-y. Lopez. Un contrat avec Stonewall pourrait établir ce cabinet pour des années. Pourrait vous établir pour des années. Michael se pencha en avant. Je suis sûr que M. Stonewall apprécierait beaucoup toute aide que vous pourriez fournir. L'implication resta lourde dans l'air. Ainsi se sentit malade. Je vais y penser, parvint-elle à dire. Bonne fille. Et Lopez, ne le faites pas attendre. Café Luna. Sarah se tenait devant le café branché de Soho, essayant de rassembler le courage d'entrer. Elle avait changé de vêtements 3 fois. Se décidant finalement pour une simple robe noire assez professionnelle pour une réunion d'affaires, mais assez décontractée pour ne pas avoir l'air de faire trop d'efforts. Elle faisait beaucoup d'efforts. À travers les grandes fenêtres, elle put le voir assis à une table de coin, faisant défiler son téléphone.
Il avait l'air différent l'après-midi, lumière, toujours d'une beauté dévastatrice, mais d'une certaine manière plus humain, moins comme le prince arrogant du penthouse, et plus comme un gars normal attendant un café, un gars normal qui pourrait acheter Manhattan s'il en avait envie. Sarah prit une profonde inspiration et poussa la porte. Ethan leva les yeux alors qu'elle s'approchait, et ce sourire, l'authentique de l'autre soir, se répandit sur son visage. « Vous êtes venu, dit-il, se levant pour tirer sa chaise. Je n'étais pas sûr que vous le feriez. Honnêtement, je n'étais pas sûr non plus, admit Sarah, s'installant sur son siège. Mais la curiosité a tué le chat, et apparemment, je suis le chat dans ce scénario. Café? Ethan fit un geste vers le barista. S'il vous plaît, grand, fort, possiblement intraveineux. Il rit vraiment, et Sarah sentit une partie de sa tension se relâcher. Peut-être que ce ne serait pas un désastre complet. Alors elle dit une fois qu'ils eurent tous deux leur boisson. De quoi s'agit-il? Êtes-vous ici pour exiger des excuses? Me poursuivre pour détresse émotionnelle? Me faire arrêter pour trouble à l'ordre public? En fait, dit Ethan, se penchant en arrière dans sa chaise, je voulais vous remercier. Sarah cligna des yeux. Je suis désolé. Quoi? Merci. Pour l'autre soir, son expression devint sérieuse. Savez-vous combien de temps il s'est écoulé depuis que quelqu'un m'a parlé comme ça? Comme si j'étais juste une personne. Comme si vous étiez un crétin, vous voulez dire? Comme si j'étais une vraie personne qui pouvait être tenue responsable de ses actes, corrigea Ethan. La plupart des gens me traitent soit comme si j'étais une sorte de dieu qui ne peut rien faire de mal, soit ils sont si intimidés qu'ils peuvent à peine parler. Vous m'avez interpellé sur mon comportement. C'était rafraîchissant. Sarah le fixa. Vous plaisantez. Je ne plaisante pas. Ethan se pencha en avant, ses yeux ambrés fixés sur son visage. Dites-moi quelque chose, Sarah. Que savez-vous des affaires de ma famille? Honnêtement, juste ce qu'Emily a cherché sur Google hier. Quelque chose sur l'immobilier et la technologie et être obscènement riche. Immobilier, technologie, médias, hôtellerie. Nous avons nos doigts dans beaucoup de tartes. Ethan fit une pause. Mais ce que nous n'avons pas, c'est l'authenticité. Tout ce que nous touchons devient poli et corporatif et sans âme. Le mot frappa Sarah comme un coup physique. C'était exactement ce qu'elle avait dit de son propre travail hier. J'ai regardé votre portfolio, Cornelius. J'achetais quoi? Votre vrai travail, pas les campagnes d'entreprise. C'est incroyable, Sarah. Cela a quelque chose que tout l'argent du monde ne peut acheter. Du cœur. Comment avez-vous, Sarah, comment ça, puis secoua la tête? Peu importe. Ressources de milliardaires. Je comprends. J'ai une proposition pour vous. Et voilà, la vraie raison de cette réunion. Laissez-moi deviner, dit Sarah, ses murs défensifs se relevant. Vous voulez m'engager pour que votre entreprise ait l'air plus authentique? Ajouter du cœur à votre empire sans âme? Non, dit Ethan doucement. Je veux que vous m'enseigniez. Vous apprendre quoi? Comment être réel? Comment vous connecter avec les gens sans un calcul de valeur nette impliqué? Comment, je ne sais pas, avoir une vraie conversation sans que ce soit une transaction commerciale? Sarah rit, mais il n'y avait aucun humour. Êtes-vous sérieux là tout de suite? Vous voulez que je vous donne des leçons pour être humain? Je sais comment ça sonne, dit Ethan rapidement. Mais pensez-y. Quand était la dernière fois que vous avez rencontré quelqu'un qui a grandi dans mon monde, qui n'était pas complètement déconnecté de la réalité? J'ai été entouré d'hommes, oui, et d'arrivistes toute ma vie. Je ne sais pas comment parler à quelqu'un qui ne veut rien de moi. Qu'est-ce qui vous fait penser que je ne veux rien de vous? Ethan sourit à nouveau de ce sourire authentique. Parce que vous avez rendu très clair que vous pensez que je suis un enfant gâté qui ne mérite pas l'air qu'il respire. Eh bien, quand vous le mettez comme ça. Écoutez, dit Ethan, posant sa tasse de café et la fixant d'un regard direct,
qui fit frissonner son estomac d'une manière qu'elle ne voulait absolument pas analyser. « Je ne vous demande pas de m'aimer. Je vous demande de m'aider à devenir quelqu'un qui vaut la peine d'être aimé. » Sarah fut silencieuse un long moment, étudiant son visage pour tout signe de manipulation ou de motif ultérieur. Tout ce qu'elle vit était quelque chose qui ressemblait suspectement à de la vulnérabilité. « Que proposez-vous exactement? Passez du temps avec moi. Montrez-moi votre monde. Apprenez-moi ce que c'est de travailler pour quelque chose, de lutter pour quelque chose, de se soucier de quelque chose d'autre que des marges bénéficiaires et des cours boursiers. » Ethan fait une pause. « En échange, je vous aiderai avec tout ce dont vous avez besoin. Conseils de carrière, connexion, financement pour votre art, tout ce que vous voulez. Et si je dis non, alors que vous dites non, je respecterai votre décision. Je déménagerai du penthouse si cela vous met plus à l'aise. Et nous ferons comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. » L'esprit de Sarah s'emballa. C'était insensé. Toute la situation était complètement ridicule. Mais il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose d'authentique qui la fit croire qu'il était sérieux. Et honnêtement, qu'avait-elle à perdre? Sa carrière stagnait. Son patron était un cauchemar et elle avait à peine de quoi payer le loyer. Peut-être que c'était sa chance de enfin prendre de l'avance. Ou peut-être que c'était exactement comme ça que les jeunes femmes disparaissaient dans les documentaires sur les crimes réels. « Comment savoir que ce n'est pas un jeu élaboré pour vous? » demanda-t-elle. « Un gars riche décide de s'encanailler avec la pauvre fille pour le divertissement. » Ethan fut silencieux un instant, puis sortit son téléphone et lui montra une photo. Une double page de magazine de lui à un gala de charité, entouré de belles femmes en robe chère. Tout le monde souriant, des sourires parfaits, vides. « Est-ce que cela ressemble à du divertissement pour vous? » demanda-t-il. « C'est ma vie, Sarah. Chaque jour, chaque événement, chaque conversation, c'est toute la performance tout le temps. Je ne me souviens même pas qui je suis. » Sous toutes les attentes et obligations, Sarah regarda la photo. Puis le regarda dans le magazine. Il ressemblait à un prince parfait. Assis en face d'elle maintenant, il avait juste l'air fatigué. 2 semaines, elle s'entendit dire « Période d'essai. Vous voulez apprendre le monde réel? » « D'accord, mais nous faisons ça à ma manière, à mes conditions. Pas de traitement spécial, pas de raccourci, pas d'argent jeté sur les problèmes. » Le visage d'Ethan s'illumina comme si elle venait de lui donner les clés du royaume. « Marché conclu, » dit-il immédiatement, tendant sa main à travers la table. Sarah regarda sa main tendue un instant, puis la serra, essayant d'ignorer la façon dont sa peau picotait au contact. « Marché conclu. Mais Ethan, si vous blessez mes amis, m'embarrasser publiquement ou transformer cela en une sorte de spectacle sur les médias sociaux, je ferai en sorte que ce petit discours dans le couloir ressemble à une lettre d'amour. Compris? Compris? » Son sourire était maintenant de pure malice. « Alors, professeur, par où commençons-nous? » Alors que Sarah le regardait vraiment, elle eut le sentiment distinct qu'elle venait d'accepter quelque chose qui allait tout changer. Elle espérait juste que cela ne la détruirait pas dans le processus. Absolument pas. Sarah se tenait dans le hall de la Tour Pinnacle à 7 heures précises, fixant ce qui ne pouvait être décrit que comme une séance photo de couverture de Forbes Mobile. Ethan sortit de l'ascenseur portant un costume anthracite parfaitement taillé qui coûtait probablement plus que sa voiture, coiffé à la perfection, ayant l'air prêt à conclure un accord d'1 milliard de dollars, pas à apprendre la vraie vie. « Qu'est-ce qui ne va pas avec ce que je porte? » demanda Ethan véritablement confus, alors qu'il ajustait ses boutons de manchette en platine. « Tout? » Sarah croisa les bras. « Leçon 1. Les vrais gens ne portent pas de costume à 1000 pour faire les courses. Nous allons faire les courses. Mais d'abord, nous allons faire du shopping. » « Shopping? » Elle désigna sa tenue. « Vous avez l'air d'être sur le point de saisir la maison de quelqu'un. Nous devons arranger ça. » Ethan baissa les yeux vers sa tenue. « C'est du Tom Ford. C'est un très bon costume. J'en suis sûr. »
Ça crie aussi. J'ai plus d'argent que de centimes à tout le monde dans un rayon de 5 B pâté de maison. Sarah commença à marcher vers la porte. Viens, nous allons à Target. Target? Ethan dit le mot comme si elle avait suggéré de visiter Mars. Target. Vous savez, le magasin au logo rouge où les gens normaux achètent des vêtements normaux à des prix normaux. Le trajet jusqu'à Target dans la Maserati d'Ethan fut une expérience en soi. Sarah avait insisté pour conduire. Les vrais gens n'ont pas de chauffeur, ce qui signifiait qu'Ethan passa tout le trajet à agripper la poignée de porte et à faire de petits bruits de détresse chaque fois qu'elle changeait de voie. Vous conduisez très agressivement, parvint-il à dire alors qu'elle se garait en créneau entre une Honda Civic et un pick-up. Je conduis normalement. Vous êtes juste habitué à ce que James fasse tout pour vous. Sarah déboucla sa ceinture de sécurité et se tourna pour lui faire face. À ce propos, pas d'appel à James aujourd'hui. Pas de carte de crédit sans limite. Non, mon assistante s'en occupera. Aujourd'hui, vous êtes juste Ethan, un gars normal avec un budget normal. Elle lui tendit une carte de débit prépayée avec exactement 200 $ dessus. C'est mon budget pour une journée entière. Ethan fixa la carte comme si elle pouvait le mordre. C'est votre budget pour toute la semaine. Bienvenue dans la réalité, Prince. À l'intérieur de Target, Ethan regarda autour de lui avec l'émerveillement écarquillé d'un anthropologue découvrant une nouvelle civilisation. Il prit un paquet de t-shirts en coton blanc et examina l'étiquette de prix avec une fascination véritable. 3 chemises pour 12 $, murmura-t-il. C'est 4 $ par chemise. Les compétences en masse sont impressionnantes, dit Sarah sèchement, jetant un paquet de jeans dans leur chariot. Essayez ceci, taille 32, X34. Comment avez-vous? J'ai des yeux et vous n'êtes pas le premier grand gars mince pour qui j'ai dû faire du shopping. Elle fit une pause, réalisant comment cela sonnait. Mon frère, clarifia-t-elle rapidement. De retour au Texas 20 minutes plus tard, Ethan sortit de la cabine d'essayage l'air normal. Le jean lui allait parfaitement, et le simple T-shirt Henley bleu marine épousait sa silhouette d'une manière qui fit oublier à Sarah comment respirer un instant. « Comment j'ai l'air? » demanda-t-il, passant ses mains sur le tissu inconnu. « Comme une vraie personne, dit Sarah, essayant de garder sa voix stable. Nous prendrons 2 paires de jeans, 4 chemises et... » Elle attrapa un sweat à capuche du rayon des soldes. « Ceci, c'est gris, » dit Ethan, levant le sweat à capuche comme si cela l'avait personnellement offensé. « C'est pratique et ça coûtait 15 $. Dans votre monde, c'est de l'argent de poche pour le déjeuner. Dans mon monde, c'est 3 repas. » Ils passèrent l'heure suivante à errer dans Target avec Sarah, fournissant un commentaire continu sur l'économie de la vie quotidienne. Ethan écouta avec la concentration intense de quelqu'un essayant d'apprendre une langue étrangère, posant des questions qui allaient de perspicaces à absurdes. « Pourquoi n'organise-t-il pas les produits par couleur? » demanda-t-il dans la section épicerie. « Parce que ce n'est pas comme ça que les gens font leurs courses. Vous ne pensez pas que j'ai besoin de quelque chose de rouge pour le dîner. Vous pensez que j'ai besoin de tomates pour la sauce pour pâtes, mais ne serait-ce pas plus esthétiquement agréable? Ethan, ce n'est pas une séance photo, c'est une épicerie. La fonction prime sur la forme. Ils étaient dans le rayon céréales quand le désastre frappa. Ethan tendit la main vers une boîte de granola artisanale bio qui coûtait 18 $. Non, dit Sarah fermement, prenant la boîte de ses mains et la remplaçant par un sac de céréales de marque de magasin. Ceci coûte 4 $ et a la même valeur nutritionnelle, mais l'autre est ça, Bicou. Et celui-ci ne vous demandera pas de faire un petit prêt. Elle leva le sac générique, leçon du monde réel numéro 2. Les noms de marque sont souvent juste des emballages chers autour du même produit de base. Ethan fixa les céréales de marque de magasin comme si c'était un puzzle qu'il ne pouvait résoudre. Mais comment savez-vous que c'est de bonne qualité? Vous lisez les ingrédients, vérifiez l'effet nutritionnel, et parfois vous devez juste faire confiance que tout ce qui est bon marché n'est pas de la camelote.
Sarah adoucit légèrement son ton. Écoutez, je ne dis pas que les choses chères ne valent jamais la peine, mais la plupart du temps, vous payez pour l'étiquette, pas pour le produit. Ils passèrent la caisse sans incident majeur. Bien qu'Ethan semblait véritablement choqué quand leur total arriva à 63 $. Sushi, c'est tout? Demanda-t-il alors que Sarah lui tendait le reçu. Pour tout ça, c'est tout? Vous venez d'acheter une semaine de vêtements et de nourriture pour moins que ce que vous dépensez probablement pour un seul déjeuner. Ethan étudia le reçu comme s'il contenait les secrets de l'univers. J'ai dépensé 200 $ pour le déjeuner hier. Bien sûr que si. Sarah secoua la tête. Allez, la vraie éducation ne fait que commencer. Leur prochain arrêt était le métro, ce qui se révéla être une aventure en soi. Ethan n'avait clairement jamais utilisé les transports en commun, et Sarah le regarda avec un amusement à peine dissimulé alors qu'il essayait de comprendre la machine à carte de métro. « Elle n'accepte pas ma carte, dit-il, la frustration s'insinuant dans sa voix. Parce que vous essayez d'utiliser une Amex noire, elle prend l'argent ou le débit. Sarah intervint et acheta leur carte, et vous devez la glisser vite, mais pas trop vite. Et si ça ne marche pas la première fois, vous attendez 3 secondes et réessayez. Cela semble inutilement compliqué. Bienvenue à la façon dont les autres 99% vivent. Le trajet en métro jusqu'à Brooklyn fut une éducation en soi. Ethan s'assit rigidement droit, clairement mal à l'aise avec la proximité des étrangers, les sons, les odeurs, le chaos général des transports en commun aux heures de pointe. « Détendez-vous », murmura Sarah alors qu'un groupe d'adolescents riait bruyamment à travers le wagon. « Ce sont juste des enfants qui sont des enfants, pas une menace pour votre existence. » Je le sais intellectuellement, les jointures d'Ethan étaient blanches là où il agrippait le poteau. Mais je n'ai jamais été dans un espace confiné avec autant de gens qui ne sont pas sur ma liste de paye. Sarah ressentit une pointe de quelque chose qui aurait pu être de la sympathie. C'est accablant au début, mais regardez autour de vous. Regardez vraiment. Ce sont juste des gens qui vivent leur vie, vont au travail, rendent visite à leur famille, font des courses, comme vous. Circonstances différentes. Ethan regarda et progressivement sa posture se détendit. Au moment où ils atteignirent leur arrêt, il observait en fait les autres passagers avec une curiosité authentique plutôt qu'une terreur à peine dissimulée. « Où allons-nous » demanda-t-il alors qu'ils sortaient de la station de métro dans la lumineuse matinée de Brooklyn. « Mon ancien quartier, je veux vous montrer où j'ai grandi. » Ils marchèrent dans les rues de Sunset Park, passant devant des bodegas et des laveries, devant de petits restaurants et des jardins communautaires. Ethan regarda autour de lui avec le même émerveillement qu'il avait montré à Target. Mais cette fois, il y avait quelque chose de plus profond dans son expression. « C'est tellement… » il commença puis s'arrêta. Pauvre Sarah, avec un ton défensif dans sa voix. « Vivant », dit Ethan doucement. « Il y a tant de vie ici, énergie, des gens qui se parlent vraiment dans la rue. » Ils s'arrêtèrent devant un petit centre communautaire où un groupe d'enfants jouait au basket sur le terrain extérieur. Le son des ballons qui rebondissent et des cris remplissaient l'air, mêlés à de la musique provenant du haut-parleur de quelqu'un et au bourdonnement général de la vie urbaine. « Je venais ici après l'école, » dit Sarah, s'appuyant contre la clôture quand mes parents travaillaient tard au restaurant. Madame Wong, sans parenté, dirigeait le programme parascolaire. C'est elle qui m'a d'abord encouragé à dessiner. Est-elle toujours là? Elle a pris sa retraite l'année dernière, mais elle est toujours bénévole. Sarah sourit au souvenir. Elle disait que tout le monde a un cadeau, mais tout le monde n'a pas la chance de le déballer. Elle s'est assurée que j'ai ma chance. Ethan fut silencieux un long moment, regardant les enfants jouer. J'avais des tuteurs, dit-il finalement. Leçons de piano, leçons de tennis, leçons de voile, tout soigneusement programmé et supervisé. Je ne pense pas avoir jamais juste joué. C'est triste. Je ne le pensais pas à l'époque. Je pensais que c'était juste comme ça que la vie fonctionnait. Il se tourna pour la regarder. Quand avez-vous su que vous vouliez être artiste?
J'avais 8 ans. Ma mère travaillait dans double quart et j'étais coincé à la maison avec la grippe. Tout ce que j'avais, c'était une boîte de crayons de couleur et du papier d'ordinateur que mon père avait ramené de son travail de bureau. Les yeux de Sarah devinrent distants. J'ai dessiné notre appartement, mais la façon dont je voulais qu'il ressemble, avec de grandes fenêtres et des couleurs vives et de l'espace pour que ma mère puisse se vernir les ongles sans s'asseoir sur le comptoir de la cuisine. Vous l'avez toujours? Le dessin? Non, mais j'ai ceci. Elle sortit son téléphone et lui montra son écran de verrouillage. Une photo d'un petit appartement soigné avec des murs jaunes vifs et des plantes en pot sur chaque surface. L'appartement de ma mère. Maintenant, elle a enfin ses grandes fenêtres. Ethan étudia la photo. Vous avez fait ça? Acheter l'appartement décoré. En fait, elle a économisé pendant des années pour déménager de notre ancien endroit. Je me suis juste assuré qu'il ressemble à la maison dont elle avait toujours rêvé. Sarah rangea son téléphone. C'est ce que l'art est censé faire, je pense. Rendre les choses meilleures, plus belles, plus pleines d'espoir. Est-ce pourquoi vous étiez si en colère à propos de la campagne d'entreprise? Sarah le regarda, surprise. Vous faisiez vraiment attention à mon travail. Je vous ai dit qu'il a quelque chose que le mien n'a pas, quelque chose que je veux comprendre. Ils recommencèrent à marcher, passant devant d'autres boutiques et cafés, chacun racontant une histoire de famille immigrée et de lutte communautaire et de petites victoires. Ethan posa des questions sur tout. Pourquoi il y avait tant de petits restaurants au lieu de chaînes de magasins? Comment fonctionnait le jardin communautaire? Ce que signifiaient les fresques murales. Tout ici a une histoire, observa-t-il alors qu'il passait devant une bodega avec des enseignes peintes à la main en 3 langues. C'est ce qui arrive quand les gens vivent réellement quelque part au lieu de juste y exister. Sarah dit, quand votre survie dépend de la communauté au lieu de portefeuille d'action, ils s'arrêtent pour déjeuner dans un petit restaurant dominicain dont Sarah se souvenait de son enfance. La propriétaire, une femme ronde nommée Rosa, salua Sarah avec le genre d'enthousiasme habituellement réservé aux héros de guerre de retour. « Mija, tu as ramené un ami. » Les yeux de Rosa allèrent immédiatement vers Ethan, l'évaluant avec l'œil exercé de quelqu'un qui avait élevé 5 enfants et pouvait repérer les problèmes à 3 pâtés de maison. « Voici Ethan, dit Sarah. Ethan, voici Rosa, le meilleur polo de Brooklyn. Asseyez-vous. Asseyez-vous. » Rosa les conduisit à une petite table près de la fenêtre. « Je vous apporterai les bonnes choses. Les bonnes choses s'avérèrent être assez de nourriture pour une petite armée. Porc rôti lentement, riz et haricots, plantain doux, et yucca avec sauce à l'ail. » Ethan fixa l'étalage avec quelque chose s'approchant de l'admiration. « C'est incroyable, dit-il après sa première bouchée. Combien coûte un repas comme celui-ci? » 12 $, dit Sarah. Chacun. Ethan s'étouffa presque avec son riz. 12 $. J'ai payé 50 fois ça pour le dîner. Est-ce que ça avait 50 fois meilleur goût? Honnêtement, non. Pas même proche. Rosa revint avec un café con leche et une lueur maternelle dans l'œil. Prenez soin de celle-ci, dit-elle à Ethan, tapotant l'épaule de Sarah. Elle est spéciale. Cette fille travaille trop dur. Ne mange pas assez, mais elle a bon cœur. Je peux le voir, dit Ethan, et la sincérité dans sa voix fit chavirer l'estomac de Sarah. Après le déjeuner, ils marchèrent jusqu'à Prospect Park où Sarah étala une couverture qu'elle avait achetée chez Target plus tôt, et ils s'assirent sous un arbre à regarder les gens jouer au frisbee et promener leurs chiens. « Parlez-moi de votre famille, » dit Ethan, s'allongeant sur la couverture et fermant les yeux contre le soleil de l'après-midi. « Que voulez-vous savoir? »« Tout. Comment ils sont, ce qu'ils font, pourquoi ils comptent pour vous? » Sarah s'installa à côté de lui, prenant soin de maintenir une distance respectable. « Mon père travaille dans la construction maintenant, mais il était comptable en El Salvador. Ma mère nettoie des bureaux le jour et suit des cours en ligne la nuit. Elle obtient son GED en anglais.
Ils sont mariés depuis 28 ans et se tiennent toujours la main quand ils regardent la télévision. Ils semblent merveilleux. Ils le sont. Ils ont tout abandonné pour que je puisse avoir des opportunités qu'ils n'ont jamais eues. Papa travaille 12 heures par jour pour que je puisse aller à l'école d'art. Maman a appris l'anglais en regardant des feuilletons pour pouvoir m'aider avec mes devoirs. La voix de Sarah s'adoucit. Ils n'ont jamais vu l'océan, mais ils m'ont aidé à déménager à New York parce qu'ils croyaient dans mes rêves. Les avez-vous emmenés voir l'océan? Pas encore, mais je le ferai quand j'aurai ma grande chance. Quand je serai financièrement stable pour prendre des congés, Sarah s'interrompit, réalisant à quel point cela sonnait creux. Un jour, Ethan ouvrit les yeux et se tourna pour la regarder. Pourquoi un jour? Pourquoi pas maintenant? Parce que je peux à peine me permettre mon propre loyer, sans parler de vacances pour 3 personnes. Et si l'argent n'était pas un objet? Mais c'est un objet. C'est le plus grand objet. Sarah s'assit, enlaçant ses bras autour de ses genoux. C'est la différence entre votre monde et le mien, Ethan. Vous pouvez décider de faire quelque chose et juste le faire. Je dois planifier et économiser et sacrifier et espérer que rien ne tourne mal en attendant. Ça doit être épuisant. Ça l'est, mais ça rend aussi les choses plus importantes. Vous savez, quand vous devez travailler pour quelque chose, quand vous devez le choisir plutôt que d'autres choses que vous voulez, cela devient précieux. Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant un moment, regardant un groupe d'enfants chasser des bulles tandis que leurs parents riaient et prenaient des photos. « Et votre famille? » demanda Sarah finalement. « Comment sont-ils? » L'expression d'Ethan devint compliquée, réussie, motivée, exigeante. Il fut silencieux un instant. Mon père a construit l'entreprise de zéro, commencé avec un seul projet de construction et l'a transformé en empire. Il est brillant, impitoyable et complètement consumé par le travail. Et ma mère également brillante, mais d'une manière différente. Elle gère le côté social de notre empire. Galas de charité, connexion politique, s'assurant que nous maintenons la bonne image. Chaque interaction est stratégique. Les aimez-vous? La question semble prendre Ethan au dépourvu. Oui, bien sûr. Mais je ne sais pas si je les aime beaucoup et je ne suis pas sûr qu'ils sachent réellement qui je suis sous toutes leurs attentes. Que voulez-vous dire? Je veux dire, j'ai été préparé à prendre les rênes de l'entreprise depuis l'âge de 5 ans. Chaque école, chaque activité, chaque ami a été choisi pour atteindre cet objectif. Je ne sais pas ce que j'aurais choisi pour moi-même si j'avais eu l'option. Sarah étudia son profil. Que pensez-vous qu'il aurait choisi? Je ne sais pas. Peut-être l'architecture. J'ai toujours été fasciné par les bâtiments, d'ailleurs. Ils peuvent me faire ressentir des choses aux gens, mais c'était trop proche de la construction. Trop col bleu pour l'héritier Stonewall. Ce n'est pas trop tard, vous savez, pour trouver ce que vous voulez. Ethan rit, mais il n'y avait aucun humour. J'ai 28 ans, Sarah. J'ai un conseil d'administration, des milliers d'employés, des actionnaires qui attendent certains rendements. Je ne peux pas juste décider de devenir architecte. Pourquoi pas? Parce que j'ai des responsabilités, des obligations, des gens dépendant de moi. Des gens dépendent aussi des architectes. Ils dépendent juste d'eux pour des choses différentes. Sarah se rallongea, se tournant pour lui faire face. « Vous savez ce que je pense? »« Quoi? » »« Je pense que vous avez peur. Peur de quoi? Peur de découvrir qui vous êtes quand vous n'êtes pas Ethan Stonewall, héritier de milliards. Peur de découvrir que peut-être vous n'êtes pas aussi spécial comme vous l'a dit toute votre vie. » Ethan fut silencieux si longtemps que Sarah se demanda si elle était allée trop loin. Finalement, il parla. « Et si je n'étais pas spécial? Je veux dire, et si sous tout l'argent et le nom et les attentes, je n'étais qu'ordinaire? » « Alors vous seriez comme le reste d'entre nous, » dit Sarah doucement. « Et peut-être comprendriez-vous enfin pourquoi l'ordinaire peut être extraordinaire. » Ils restèrent dans le parc jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher, parlant de rêves et de peur et de l'espace étrange entre qui vous êtes et qui vous êtes censé être.
Quand ils revinrent finalement à Manhattan, Ethan était calme et pensif. « Merci, dit-il alors qu'ils se tenaient dans le hall de leur immeuble. Pour aujourd'hui, pour tout cela. Ne me remerciez pas encore, dit Sarah, appuyant sur le bouton de l'ascenseur. Nous avons 6 jours de plus et demain nous allons parler de ce que le vrai travail ressent réellement. Devrais-je être terrifié? Sarah sourit. Absolument. Alors que les portes de l'ascenseur se refermaient entre eux, Sarah aperçut le reflet d'Ethan dans le métal poli, toujours d'une beauté dévastatrice, mais d'une certaine manière plus réelle dans ses vêtements de Target et avec ses cheveux moussés d'avoir été allongés sur l'herbe. Elle était dans tant de problèmes, mais pour la première fois depuis des mois, elle était aussi excitée de voir ce que demain apporterait. Le réveil de Sarah sonna à 5 heures du matin, ce qui n'avait rien d'inhabituel. Ce qui était inhabituel, c'était le message texte qui l'attendait d'Ethan, envoyé à 5h15 où monsieur prêt pour le jour 2. Quel est le plan, coach? Elle fixa son téléphone, se demandant si les héritiers milliardaires se réveillaient normalement avant l'aube, ou si ailleurs l'avait en fait affecté plus qu'elle ne l'avait pensé. De toute façon, elle avait l'éducation parfaite de planifier pour lui. Elle répondit par texto. « Retrouvez-moi dans le hall à 6h30. Habillé comme si vous alliez faire un vrai travail et Ethan. Apportez des gants. » À exactement 6h30, Ethan apparut dans le hall portant son nouveau jean, un t-shirt gris et des bottes de travail qui semblaient suspectement chères, mais qui étaient au moins du bon style. Plus important encore, il avait l'air d'avoir réellement dormi, ce qui était plus que ce que Sarah pouvait dire pour elle-même. Elle avait passé la moitié de la nuit à penser à leur conversation dans le parc et à la façon dont il l'avait regardée quand elle l'avait appelé effrayée. « Où allons-nous » demanda-t-il alors qu'il marchait vers la station de métro. « Queens, nous allons passer la journée avec mon cousin Javier. Il dirige une entreprise de déménagement. » Ethan s'arrêta de marcher. « Nous allons déménager des meubles. Nous allons faire un travail honnête pour une paie honnête. » Corrigea Sarah. « Javier a manqué de personnel cette semaine et j'ai promis de l'aider aujourd'hui. Puisque vous voulez apprendre le monde réel, vous allez apprendre ce que c'est que de gagner de l'argent avec votre dos au lieu de votre cerveau. » Le trajet en métro vers Queens était différent de la veille. Ethan semblait plus à l'aise avec la foule, bien qu'il regardait toujours autour de lui avec fascination les navetteurs du petit matin, les ouvriers du bâtiment, les infirmières sortant des quarts de nuit, les nettoyeurs de bureaux rentrant chez eux. « Ces gens ont travaillé toute la nuit, observa-t-il doucement. Certains d'entre eux, d'autres commencent juste leur journée. Le monde ne fonctionne pas aux heures de bureau, Ethan. Quelqu'un doit garder les lumières allumées et le café en train de couler et les rues propres pendant que tout le monde dort. » Ils émergèrent du métro dans une partie de Queens qui ne ressemblait en rien aux tours étincelantes de Manhattan. Ici, des ateliers de réparation automobile côtoyaient des restaurants familiaux, et les bâtiments racontaient des histoires de décennies de travail acharné et de persévérance communautaire. L'entreprise de déménagement de Javier opérait depuis un garage converti avec 2 camions garés à l'extérieur et une enseigne peinte à la main qui disait « Nous déplaçons votre vie avec soin ». Javier lui-même les attendait. Un homme compact dans ses 40 secondes avec des avant-bras comme des troncs d'arbres et un sourire qui pourrait alimenter une petite ville. Prima, il laissa Sarah dans une étreinte d'ours qui la souleva de ses pieds. « Et vous devez être le garçon riche dont elle m'a parlé. »« Ethan, » dit-il tendant sa main. Javier la regarda un instant, puis la serra avec le genre de poignée qui testait si vous étiez sérieux à propos du travail. « Javier Ortiz, j'espère que vous êtes prêt à transpirer car nous avons 3 déménagements aujourd'hui et je ne paie personne pour rester là à avoir l'air joli. » Le premier travail était un petit appartement à Atoria, un jeune couple déménageant d'un studio à une chambre. Cela semblait assez simple jusqu'à ce qu'ils atteignent le 4e étage sans ascenseur et découvrent que assemblage requis avait été un euphémisme massif. « D'accord, recrue, » dit Javier, tendant à Ethan une boîte à outils. « Vous êtes de service meuble avec Sarah.
Je m'occuperai du levage lourd avec Diego. Diego s'avéra être le neveu de Javier, un de 9 ans, bâti comme un secondaire et possédant la capacité surnaturelle de porter un canapé sur 4 étages sans transpirer. Ne vous sentez pas mal, chuchota Sarah à Ethan, alors qu'il regardait Diego naviguer sans effort une commode autour d'un coin étroit. Il n'est pas entièrement humain. L'appartement était un labyrinthe de boîtes, de meubles démontés et de 2 vingtenaires très stressés qui ne cessaient de s'excuser pour le chaos. C'est bon, les assura Sarah. Le premier grand déménagement de tout le monde est comme ça. Vous y repenserez et rirez. Vraiment? Demanda la petite amie, fixant le tas d'instructions IKEA éparpillées sur le sol. Absolument. Et dans 10 ans, vous aiderez un autre couple à comprendre quelle extrémité d'une clé Allen est laquelle. Ethan avait été chargé de remonter une bibliothèque, ce qui semblait simple jusqu'à ce qu'il réalise que les instructions avaient apparemment été écrites par quelqu'un qui n'avait jamais réellement vu une bibliothèque. Sarah le regarda lutter avec la tâche apparemment simple pendant environ 10 minutes avant d'avoir pitié de lui. « Ici, » dit-elle, s'agenouillant à côté de lui sur le sol. L'astuce avec IKEA est d'ignorer les instructions et de comprendre à quoi la pièce est censée ressembler une fois terminée. Cela semble contre-intuitif. La majeure partie de la vie est contre-intuitive. C'est ce qui la rend intéressante. Elle lui montra comment identifier quelles pièces se connectaient réellement à quelles autres, ses mains guidant les siennes alors qu'il triait le matériel. Regardez, les images mentent, mais la physique non. Travaillant ensemble, ils réussirent à transformer le tas de bois et de vie en quelque chose qui ressemblait réellement à des meubles. Ethan recula et observa leur travail avec la satisfaction de quelqu'un qui venait de gravir l'Everest. « Nous avons construit ça, » dit-il, l'émerveillement dans sa voix. « Nous l'avons fait, et ça va contenir les livres de quelqu'un pendant des années. Leurs enfants pourraient lire certains de ces livres. Ce n'est pas rien, Ethan. » Le deuxième déménagement était plus difficile. Une femme âgée déménageant d'une maison où elle avait vécu pendant 40 ans vers une communauté de seniors. Madame Kim avait emballé toute sa vie dans des boîtes, et chacune semblait contenir une histoire qu'elle devait raconter. « C'était la porcelaine de ma grand-mère », expliqua-t-elle à Ethan, alors qu'il enveloppait soigneusement chaque pièce dans du papier journal. Elle l'a apportée de Corée quand elle a immigré en 1955. Ne l'a jamais utilisée sauf pour des occasions spéciales. « C'est beau, » dit Ethan, tenant une délicate tasse de thé peinte de fleurs de cerisier. « Vous l'emmenez avec vous? »« Oh oui, ma petite fille la voudra un jour, même si elle ne le sait pas encore, » sourit Madame Kim. « Les jeunes pensent toujours qu'ils n'ont pas besoin des vieilles choses jusqu'à ce qu'ils soient assez vieux pour comprendre ce qu'elles signifient. » Sarah regarda Ethan écouter les histoires de Madame Kim avec un intérêt authentique, posant des questions sur la Corée et l'immigration et ce que c'était de construire une vie dans un nouveau pays. Quand ils chargèrent l'armoire à porcelaine dans le camion, il prit un soin supplémentaire pour la sécuriser personnellement. « Elle nous fait confiance avec son histoire, » dit-il à Sarah alors qu'il roulait vers le nouvel appartement de Madame Kim. « C'est ce que ce travail est vraiment, » appela Javier depuis le siège du conducteur. « Nous ne déplaçons pas seulement des choses. Nous déplaçons la vie des gens, leurs souvenirs, leurs espoirs pour ce qui vient ensuite. C'est pourquoi nous sommes prudents, même quand nous sommes fatigués. » La communauté de seniors était agréable, propre, bien entretenue avec des activités et des soins médicaux, et toutes les choses dont Madame Kim aurait besoin. Mais Sarah pouvait voir la tristesse dans les yeux de la vieille femme, alors qu'il transportait ses possessions dans un espace qui faisait la moitié de la taille de son ancienne maison. « C'est difficile, » dit Madame Kim doucement, alors qu'Ethan réassemblait sa table de cuisine. « 40 ans au même endroit, et maintenant tout doit rentrer dans 2 pièces. » « Mais vous prenez les choses importantes, » dit Sarah doucement. « La porcelaine, les photos, les souvenirs, les choses qui font d'un endroit un foyer. » Mais cela se sentira-t-il comme un foyer? Ethan leva les yeux de la table qu'il assemblait.
Ma grand-mère a déménagé dans une communauté de retraite quand j'étais à l'université. Il dit qu'elle était terrifiée de se perdre dans un endroit qui était tout à propos de vieillir. Mais vous savez ce qui s'est passé? Quoi? Elle est devenue la directrice sociale officieuse, a commencé un club de lecture, organisé des soirées jeux, appris aux autres résidents comment utiliser les ordinateurs pour le chat vidéo avec leurs petits-enfants. Elle dit que c'était la première fois depuis des années qu'elle se sentait utile au lieu de juste vieille. Le visage de Madame Kim s'éclaircit légèrement. Il y a un cours de poterie ici le jeudi. Voilà, dit Ethan, serrant la dernière vis sur la table. Nouvel endroit, nouvelle possibilité. Alors qu'il finissait d'aménager l'appartement de Madame Kim, Sarah se retrouva à regarder Ethan avec de nouveaux yeux. Il ne faisait pas juste les gestes ou ne jouait pas à être normal. Il se connectait véritablement avec les gens, trouvant des moyens de rendre leur journée un peu plus lumineuse. Le troisième déménagement fut le plus difficile à ce jour. Une famille de 5 personnes déménageant d'un appartement exigu à un appartement légèrement moins exigu, avec 3 jeunes enfants sous les pieds et des parents qui avaient l'air de n'avoir pas dormi depuis environ 6 ans. « Je suis désolé pour le chaos », dit la mère Rachel, alors qu'ils inspectaient l'appartement qui semblait avoir été frappé par une tornade de jouets. « Nous avons essayé d'emballer tout, mais avec les enfants. »« Ne vous excusez pas, » dit Javier. « Nous avons des enfants aussi. Nous savons comment c'est. » Les enfants âgés de 3, 5 et 7 ans traitèrent le déménagement comme une aventure, ce qui signifiait qu'ils étaient à la fois utiles et complètement dans le chemin. Le petit de 3 ans, Liam, sembla particulièrement fasciné par Ethan. « Êtes-vous un géant? » demanda Liam, levant les yeux vers Ethan avec de grands yeux. « Non, je suis juste grand, » dit Ethan, s'accroupissant au niveau de Liam. « Êtes-vous un super-héros? Parce que vous avez l'air d'avoir des super-pouvoirs. » Liam gloussa et se lança dans une explication élaborée de ses diverses capacités de super-héros, qui apparemment incluait le pouvoir de faire disparaître les jouets dans les coussins du canapé et la capacité de manger exactement la moitié de tout repas mis devant lui. Pendant que Javier et Diego s'occupaient des meubles principaux, Sarah et Ethan furent assignés à emballer les chambres des enfants, une tâche qui s'avéra plus complexe que quiconque n'avait anticipé. « Comment ont-ils autant de choses? » chuchota Ethan alors qu'ils inspectaient la chambre du petit de 5 ans qui ressemblait à un Toys R Us qui avait explosé. « Les enfants accumulent des choses, » expliqua Sarah, emballant soigneusement une collection d'animaux en peluche. « Chaque jouet a une histoire. Chaque livre est un favori. Chaque projet artisanal est un chef-d'œuvre qui ne peut être jeté. » « Ma chambre d'enfant n'était rien de tel, » dit Ethan, enveloppant d'une maison de poupées dans du papier bulle. Tout avait sa place. Tout était éducatif ou approprié à ma position dans la vie. Avec quoi jouiez-vous? Jouets éducatifs, jeux d'échecs, livres sur l'histoire et les affaires. Tan leva un ours en peluche abîmé. Rien de tel. C'est Monsieur Câlin, annonça Sophie, 5 ans, apparaissant dans l'embrasure de la porte. Il est très important. Je peux le voir, dit Ethan. Sérieusement, il a l'air d'un ours qui a vécu de nombreuses aventures. Il en a. Il est venu avec moi chez le médecin quand j'ai eu mes piqûres et il dort avec moi toutes les nuits. Et une fois, il est tombé dans les toilettes, mais maman l'a lavé et il allait bien. Ethan enveloppa soigneusement M. Colin dans du papier de soie doux. Eh bien, nous nous assurerons qu'il arrive en toute sécurité dans votre nouvelle chambre. Un ours aussi important mérite un traitement spécial. Sophie rayonna et s'éloigna en sautillant, satisfaite que son jouet bien-aimé soit entre de bonnes mains. « Vous êtes bon avec les enfants, » observa Sarah. « Je n'ai jamais vraiment été autour d'eux, mais ils sont honnêtes. Ils disent ce qu'ils pensent et ressentent ce qu'ils ressentent sans calculer les implications sociales ou financières. Ce doit être rafraîchissant. C'est en fait... » Le déménagement vers le nouvel appartement a impliqué 3 allers-retours sur 2 étages. Les enfants aidant en portant de petites boîtes
et en fournissant un commentaire continu sur tout ce qui se passait autour d'eux. Au moment où ils chargeaient le dernier camion, tout le monde était épuisé, en sueur et couvert d'une fine couche de poussière et de duvet de carton. « Combien vous devons-nous » demanda Rachel à Javier alors qu'il finissait d'installer les lits dans le nouvel endroit. Javier cita un prix qui fit WSC à Sarah, que c'était juste, mais elle pouvait voir la famille calculer si elle pouvait se le permettre. « En fait, » dit Ethan, tirant Javier à part, « j'aimerais couvrir les déménagements d'aujourd'hui, les 3. » Javier fronça les sourcils. « Ce n'est pas comme ça que ça marche, garçon riche. Les gens payent pour un travail honnête avec de l'argent honnête. Alors considérez-le comme un investissement dans mon éducation, » dit Ethan. « J'ai appris plus aujourd'hui que dans la plupart des cours universitaires. Madame Kim a partagé son histoire familiale avec nous. Cette famille nous a fait confiance avec les trésors de leurs enfants, et le couple ce matin nous a laissé faire partie de leurs premiers pas vers la construction d'une vie ensemble qui vaut plus que l'argent. »« Vous manquez le point, » dit Javier. « Il ne s'agit pas de charité. Il s'agit que les gens gagnent ce qu'ils obtiennent et obtiennent ce qu'ils gagnent. » Ethan fut silencieux un instant, puis hocha la tête. « Vous avez raison. Mais si j'engage votre entreprise pour un travail, un vrai travail qui paye de l'argent réel? Quel genre de travail? J'ai un penthouse plein de meubles. Je n'utilise jamais d'or. Je ne regarde jamais des choses qui ne font qu'occuper de l'espace. Et si vous m'aidiez à déterminer ce dont j'ai réellement besoin et à donner le reste aux familles qui pourraient l'utiliser? » Javier étudia le visage d'Ethan. « Vous êtes sérieux à propos de ça? »« Très sérieux. Et je paierai votre tarif plein. Marché conclu. Mais je décide de ce dont vous avez réellement besoin, pas vous. » Assez juste. Ils se serrèrent la main et Sarah sentit quelque chose changer dans sa poitrine. Ce n'était pas le prince gâté qu'elle avait engueulé il y a 3 jours. C'était quelqu'un qui écoutait réellement, apprenait réellement. Le trajet de retour à Manhattan fut plus calme que le voyage du matin. Tous les 4 étaient fatigués, sales et satisfaits de la manière qui vient du travail acharné. Bien joué. Ten regarda par la fenêtre, regardant Queens céder la place à Manhattan, et Sarah pouvait pratiquement le voir traiter tout ce qu'il avait expérimenté. « Un sou pour vos pensées, » dit-elle doucement. « Je continue de penser à la porcelaine de Madame Kim, » dit Ethan. « Comment sa grand-mère l'a portée à travers un océan. Comment Madame Kim l'a gardée pour des occasions spéciales qui sont à peine jamais venues. Comment elle espère que sa petite-fille la voudra un jour. Qu'en est-il? J'ai un service de porcelaine qui est dans ma famille depuis 4 générations, probablement plus cher que la maison de Madame Kim. Je n'y ai jamais mangé, jamais même touché. Reste dans une armoire climatisée parce qu'il est trop précieux pour être utilisé. Peut-être que c'est tout le problème. Que voulez-vous dire? Peut-être que les choses n'ont de valeur que si elles sont réellement valorisées, si elles sont utilisées et aimées et partagées au lieu de simplement conservées. Ethan fut silencieux jusqu'à ce qu'ils atteignent leur immeuble. Alors qu'ils se tenaient dans le hall, tous deux couverts de poussière et d'épuisement, il se tourna pour lui y faire face. « Je veux vous montrer quelque chose, dit-il. Demain, quelque chose que je n'ai jamais montré à personne. » Qu'est-ce que c'est? Un secret? Mon secret? Il appuya sur le bouton de l'ascenseur pour le penthouse. Mais d'abord, j'ai besoin de vous demander quelque chose. Aujourd'hui, quand nous travaillions, je me suis senti utile. Vraiment utile, pas juste ornemental. Est-ce que c'est comme ça pour vous à votre travail? Sarah pensa à Michael Carter et à ses campagnes favorables aux entreprises, à devoir vider l'âme de son travail pour le rendre professionnel. Parfois, dit-elle honnêtement, quand je fais mes propres projets, mon travail en freelance, oui. Chez Carter et associés, pas tellement. Pourquoi restez-vous? Parce que j'ai besoin du salaire stable. Parce que le travail en freelance ne vient pas avec l'assurance maladie ou un revenu garanti. Parce que parfois, vous devez compromettre vos rêves pour payer votre loyer. Et si vous n'aviez pas à choisir?
L'ascenseur arriva avant que Sarah ne puisse demander ce qu'il voulait dire, et ils montèrent en silence pensif alors que les portes s'ouvraient à son étage. Ethan attrapa sa main. « Merci, dit-il, pour aujourd'hui, de m'avoir laissé faire partie de quelque chose de réel. Merci d'être réellement venu, d'avoir écouté Madame Kim et joué avec les enfants, et compris que le travail de Javier compte. Cela compte. Tout cela compte. » Les yeux ambrés d'Ethan étaient sérieux. « Je commence à comprendre pourquoi vous étiez si en colère cette première nuit. Il ne s'agissait pas seulement du bruit, n'est-ce pas? » « Non, dit Sarah doucement. Il s'agissait de respect, de reconnaître que la vie et les besoins des autres sont tout aussi importants que les vôtres. J'apprends cela lentement, mais j'apprends. » Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient entre eux, Sarah réalisa que quelque part entre Target et l'armoire à porcelaine de Madame Kim, elle avait cessé de penser à Ethan comme un projet à réparer et avait commencé à penser à lui comme, comme quelqu'un pour qui elle commençait véritablement à se soucier, ce qui était un problème parce que dans 4 jours, leur accord serait terminé et il retournerait à sa vie de milliardaire, tandis qu'elle retournerait à son travail corporatif soul-crushing. Mais pour l'instant, elle était trop fatiguée pour s'inquiéter de l'avenir. Demain, il voulait lui montrer un secret. Elle espérait juste que ce ne serait pas le genre de secret qui lui rappellerait à quel point leur monde était vraiment différent. Pendant ce temps, dans le penthouse, Ethan se tenait dans son foyer de marbre, toujours dans ses work clothes, regardant autour de la perfection immaculée de sa maison avec de nouveaux yeux. Tout était beau, cher et complètement stérile. Pas un seul article déplacé. Pas une seule chose qui racontait l'histoire de qui vivait réellement ici. Il pensa à l'appartement de Madame Kim encombré de souvenirs et de sens, au chaos du jeune couple qui parlait d'une vie construite ensemble, et à la famille avec les œuvres d'art de leurs enfants sur le réfrigérateur et les jouets éparpillés comme des promesses de rires à venir. Son penthouse ressemblait à une exposition de musée. Comment l'autre moitié vit circa 2025? Il sortit son téléphone et fit défiler jusqu'à un contact qu'il n'avait pas appelé depuis des mois. « Hélène, c'est Ethan. Oui, je sais qu'il est tard. J'ai besoin d'une faveur, une grande. Vous vous souvenez de ce cabinet d'architecture que vous avez mentionné? Celui qui se spécialise dans le design durable axé sur la communauté? Je veux les rencontrer demain si possible. » « Non, ce n'est pas pour l'entreprise. C'est personnel. » Après avoir raccroché, Ethan marcha vers ses fenêtres du sol au plafond et regarda la ville s'étendant sous lui. Quelque part là-bas, Sarah révisait probablement sa journée, pensant au plan de demain, travaillant sur ses projets en freelance qui signifiaient réellement quelque chose pour les gens. Demain. Il allait lui montrer le seul endroit de son monde qui semblait réel. Le seul secret qu'il avait gardé même de sa famille. Et puis, il allait lui parler du plan qui s'était formé dans son esprit toute la journée. Un plan qui pourrait changer leurs 2 vies si elle était assez courageuse pour lui faire confiance. Et s'il était assez courageux pour risquer tout ce que sa famille avait bâti sur la chance qu'il y ait quelque chose de plus important que l'argent et le pouvoir et le maintien du statu quo. Pour la première fois de sa vie, Ethan Stonewell était sur le point de parier sur son cœur au lieu de sa tête. Il espérait juste que cela ne les détruirait pas, tous les deux. De retour dans l'appartement 15B, Sarah se tenait dans sa minuscule douche, laissant l'eau chaude emporter la poussière et la sueur de la journée. Mais elle ne pouvait pas effacer le souvenir des mains d'Ethan guidant les siennes alors qu'ils assemblaient des meubles, ou de la façon dont il avait écouté les histoires de Madame Kim, ou à quel point il avait l'air naturel en jouant avec Liam et Sophie. Son téléphone vibra avec un texte d'Emily. « Comment va l'opération humaniser le milliardaire? » Sarah fixa le message longtemps avant de répondre. « Je pense que j'ai des problèmes. Bons problèmes ou mauvais problèmes? Le pire genre. Je pense que je l'aime en fait. Comme dans Aimer. Ou comme dans Vous ne voulez plus le tuer. Comme dans Je pense qu'il pourrait en fait être une bonne personne sous tout l'argent et le privilège. Sarah, chérie, ce n'est pas un problème. C'est un progrès.
C'est un problème si je tombe amoureuse de quelqu'un dont le monde ne me conviendra jamais. Qui dit que vous devez vous intégrer dans son monde? Peut-être qu'il s'intègre dans le vôtre. Des gens comme Ethan Stonewall ne s'intègrent pas dans des mondes comme le mien. Emily, il les visite, il les étudie, il pourrait même les apprécier pendant un certain temps, mais il ne reste pas. Vous ne savez pas ça, n'est-ce pas? Dans 4 jours, cette expérience se termine et il redevient héritier de milliards, tandis que je retourne à faire des campagnes d'entreprise pour des clients ingrats. Où Emily répondit par texto, « Quelque chose de complètement différent se passe que ni l'un ni l'autre n'a vu venir. » Sarah voulait croire qu'elle le faisait vraiment, mais elle avait appris il y a longtemps que les contes de fées étaient pour les gens qui pouvaient se permettre de croire aux fins heureuses. La vraie vie était plus désordonnée, plus compliquée et beaucoup moins indulgente envers les filles qui tombaient amoureuses de princes. Même des princes qui avaient l'air bien dans des vêtements de Target et n'avaient pas peur de se salir les mains en déplaçant des meubles. Demain, il voulait lui montrer un secret. Elle espérait juste que ce ne serait pas le genre de secret qui briserait le lien fragile qu'il construisait, une conversation honnête à la fois. Sarah se réveilla avec 17 appels manqués et 43 messages textes, ce qui était soit un très bon signe, soit le début de l'apocalypse. Étant donné sa chance récente, elle pariait sur l'apocalypse. Les appels venaient de son patron, Michael Carter, et ils avaient commencé à 6 heures du matin. Les textes venaient d'Emily, devenant de plus en plus frénétiques. « Vérifie les nouvelles, Sarah. Vérifie les nouvelles. Pourquoi ne réponds-tu pas? Oh mon Dieu, ton prince du penthouse est en première page du Times. Rappelle-moi. » Avec une appréhension croissante, Sarah saisit son ordinateur portable et ouvrit le site web du New York Times. Le titre la frappa comme un coup physique. L'héritier Stonewall, aperçu travaillant pour une entreprise de déménagement. Est-ce un coup de pub ou une crise personnelle? Sous le titre se trouvait une série de photos qui lui fit tomber l'estomac aux pieds. Ethan chargeant des meubles dans le camion de Javier. Ethan portant des boîtes à l'étage. Ethan s'agenouillant sur le sol de l'appartement de Madame Kim, enveloppant soigneusement la porcelaine de sa grand-mère. Et sur plusieurs des photos, clairement visibles aux côtés de lui, était Sarah. L'article était un chef-d'œuvre de journalisme spéculatif, dépeignant Ethan comme soit en pleine dépression nerveuse, soit en train de monter un coup de pub élaboré. Il mentionnait sa mystérieuse compagne féminine et spéculait sur la question de savoir si la famille Stonewall était au courant des activités inhabituelles de leur héritier. Son téléphone sonna. Michael Carter Lopez. Sa voix était si forte qu'elle dut éloigner le téléphone de son oreille. « Descendez au bureau maintenant, Michael. Je peux expliquer. Vous pouvez expliquer pourquoi vous avez secrètement fréquenté l'un des hommes les plus riches d'Amérique et n'avez pas pensé à le mentionner. Vous pouvez expliquer pourquoi mon employé est étalé sur la première page de la section affaires, ayant l'air de jouer à la maison avec un milliardaire. Ce n'est pas que ça semble. On dirait que vous nous avez caché des choses, Lopez. Depuis combien de temps le voyez-vous? Que vous a-t-il promis? Et plus important encore, que peut-il faire pour cette firme? » Sarah ferma les yeux. « Bien sûr, ce serait la première pensée de Michael. »« Je serai là dans 1 heure, dit-elle et raccrocha avant qu'il ne puisse lancer un autre interrogatoire. Elle était toujours en train de regarder les photos quand son interphone sonna. La voix d'Ethan crépita à travers l'interphone. « Sarah, pouvez-vous me laisser monter? Nous devons parler. » Quand elle ouvrit sa porte, Ethan avait l'air de ne pas avoir dormi. Ses cheveux étaient ébouriffés. Il portait toujours le jean d'hier et son visage était tiré par l'épuisement et quelque chose qui ressemblait à de la panique. « Vous avez vu l'article, dit-il. Un peu difficile à manquer. C'est l'histoire principale sur 3 sites d'information différents. » Sarah s'écarta pour le laisser entrer, puis ferma la porte et s'y appuya. Comment ont-ils même su où nous étions? Quelqu'un les a informés. Probablement quelqu'un dans l'un des bâtiments que nous avons déménagés hier. Ethan passa ses mains dans ses cheveux. « Zara, je suis tellement désolé.
Je n'ai jamais pensé que j'aurais dû considérer que cela pourrait arriver. Aurais dû considérer que traîner avec des gens normaux pourrait être digne d'intérêt. Oui, c'est définitivement quelque chose que vous auriez dû prendre en compte. La voix de Sarah était plus tranchante qu'elle ne l'avait voulu, mais elle était effrayée et en colère et se sentait complètement dépassée. Je sais que vous êtes en colère. Je ne suis pas en colère, Ethan. Je suis terrifié. Elle lui montra son téléphone qui affichait maintenant 57 appels manqués. Mon patron est furieux. Il y a des journalistes qui m'appellent et selon Twitter, je suis soit une croqueuse de diamants, soit une influenceuse des médias sociaux essayant de booster mon profil. Le visage d'Ethan devint pâle. Que voulez-vous que je fasse? Je peux faire une déclaration, clarifier que c'était juste ce qu'un gars riche jouant à être normal pendant quelques jours, un milliardaire s'encanaillant avec la pauvre fille pour le divertissement. La voix de Sarah se brisa légèrement parce que c'est sûrement ce à quoi ça ressemble d'ici. Ils se regardèrent à travers son minuscule salon et Sarah put voir le moment où Ethan réalisa à quel point il avait complètement mal calculé la situation. « Je dois y aller », dit-elle, attrapant sa veste. « Je dois m'occuper de mon patron et trouver comment sauver ma carrière avant que cela n'empire. » « Sarah, attendez. »« Non, Ethan, sachez juste. C'est exactement ce que je craignais qui arriverait. Votre monde et mon monde ne se mélangent pas. Ils se heurtent et des gens comme moi sont blessés. » Elle le laissa debout dans son appartement et se dirigea vers ce qu'elle était certaine serait le pire jour de sa vie professionnelle. Carter et associés, 10h30 du matin. Le bureau de Michael Carter ressemblait à un tribunal. Il était assis derrière son immense bureau comme un juge tandis que Sarah lui faisait face depuis la chaise de l'accusé. Le journal était étalé entre eux comme preuve de ses crimes. Alors Michael commença, sa voix faussement calme. Ethan Stonewall, héritier d'une fortune de 12 milliards de dollars, et vous avez été quoi? Le fréquentant? Jouant à la maison? Menant une sorte d'expérience sociale? C'est compliqué, dit Sarah, ce qui était à la fois vrai et complètement inadéquat. Incompliqué parce que d'où je suis assise, on dirait que mon employé a été secrètement impliqué avec l'un des hommes les plus puissants d'Amérique et n'a pas pensé à partager cette information avec son employeur. Parce que c'est personnel, Michael. Ma vie personnelle n'est pas l'affaire de l'entreprise. Cela devient l'affaire de l'entreprise quand ça se retrouve en première page du Times. Michael se pencha en avant. Avez-vous une idée de ce qu'un contrat avec Stonewall Enterprises pourrait signifier pour ce cabinet? Nous parlons de dizaines de millions de dollars de revenus. Je ne vais pas prostituer mes relations personnelles pour un gain d'entreprise. Prostituer Lopez. Je parle de réseautage, d'utiliser les connexions que vous avez pour bénéficier à tout le monde ici. N'est-ce que pour ce que vous voulez? Succès, avancement, la chance de travailler sur des projets plus grands, plus importants. Sarah le fixa. À quel prix? Quel prix? Vous êtes déjà impliqué avec l'homme. Je suggère juste que vous en tiriez le meilleur parti. Et si je refuse, le sourire de Michael était froid. Eh bien, ce serait décevant, surtout considérant à quel point l'industrie du design est compétitive ces jours-ci. Comme il peut être difficile de trouver de nouvelles opportunités si vous développez une réputation d'être peu coopératif. La menace était limpide. Sarah sentit quelque chose mourir dans sa poitrine. Le dernier vestige de respect qu'elle avait eu pour son travail, son patron, toute sa situation professionnelle. « Je vois, dit-elle doucement. Je savais que vous compreniez.